Vous l'avez dit tout à l'heure, et nous avons rappelé que le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député Okombi Salissa sont en prison pour soi-disant atteinte à la sûreté de l'État. Mais là, tout le monde le sait, les Congolais le savent. C'est tout simplement parce qu'ils ont été candidats à l'élection présidentielle de 2016 et le dictateur Denis Sassou Nguesso n'avait pas apprécié ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est Denis Sassou Nguesso, vous l'avez peut-être aussi rappelé, beaucoup l'ont rappelé sur ce plateau même, est coupable aujourd'hui, j'allais dire, c'est un acte de haute trahison. C'est une forfaiture que de vouloir céder les terres congolaises aux étrangers. C'est une atteinte flagrante, j'allais dire, à la sûreté de l'État. Parce que finalement, le Congo aujourd'hui est menacé d'extinction. Quand ces Rwandais vont s'installer, 10 ans après, 20 ans après, je ne pense pas que les Congolais puissent cohabiter avec ce monde, surtout qu'on nous parle déjà en programme l'installation des bases militaires rwandaises au Congo, au Brazzaville. Autant, on pourrait dire, bon, tant qu'ils volent, tant qu'ils laissent le vol se développer au Congo, on s'en foutait. Mais là, ils commencent à vous vendre vos terres. C'est grave. Très grave, oui. Alors, est-ce que les journalistes vont se taire? Je dis les journalistes, je dirais les juristes, tous ceux qui relèvent des métiers, qui relèvent du domaine libéral, doivent être des lumières pour les populations. Parce que... Oui, mais la première lumière, c'est la presse. C'est ça le problème. Mais c'est ça. Donc, c'est pourquoi ce que vous dites est juste. Il faut que nos jeunes confrères et consoeurs se réveillent. En fait, au Outi au Lobago, Toza pe bizaleli mon côté. Mais Toza bizaleli mon côté, ça, il faut le dire. On n'est pas les mêmes gens. Donc, photo ça. Mais il faut batoba. Okozwa bambwana bania oti bambwana non, et aussi mbalate. Toza ndenge mon côté, toza peuple mon côté, mais il faut battre comprendre que c'est pas normal. Côté Ali Batana Soso, côté mon côté Bagozelo Bundaka tous les jours. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7. Nous sommes le 3 mai 2024. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est ainsi que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un grand journaliste congolais, Mathieu Bakima Baliele, journaliste enseignant aux États-Unis, diplômé de l'Institut des hautes études internationales de développement de Genève. Correspondant international, fondateur du célèbre journal Madoukou Tiekele. Bonjour Mathieu. Bonjour mon cher frère et confrère Christian. Merci Mathieu d'être avec nous sur R7. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, au regard des événements qu'on connaît le monde, l'agression rwandaise à l'est de la RDC avec déjà plus de 10 millions de victimes. Certaines sources parlent de plus de 18 millions de victimes. La crise Covid-19, la guerre en Ukraine, le génocide en cours à Gaza. Quelle analyse vous inspire la couverture médiatique internationale de ces événements et la pratique du journalisme? Mais avant de répondre, je vais vous inviter à suivre avec moi cet extrait de vidéo. Il s'agit du plaidoyer du député européen Thierry Mariani qui parlait de la situation à l'est de la RDC, notamment l'agression rwandaise sous la complaisance de l'Union européenne, j'allais dire la complicité de la communauté internationale face à cette violation grave du droit international. Suivez. L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres.
Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Voilà, Mathieu, des sujets sur une violation grave et flagrante du droit international, et ce, depuis des décennies qui passent inaperçus ou presque sur la presse internationale, qui seront d'une manière ou de l'autre aussi coupables de complicité de crimes de masse, crimes de guerre à l'est de la RDC. Que vous inspire donc ce blackout médiatique sur l'agression rwandaise avec visiblement la complicité de la communauté internationale? Peut-on continuer encore à parler de la liberté de la presse dans le monde ou peut-être d'une liberté à double standard? Bon, Christian, merci de cette opportunité que tu me donnes de revenir sur ton plateau. Il faut déjà dire que la presse internationale répond d'abord aux besoins de ceux qui en sont les propriétaires. Je m'explique. Tous les journaux du monde ou toutes les grandes chaînes du monde appartiennent à des grands groupes financiers. Bon, je peux donner des exemples ici, aux États-Unis. Il y a des chaînes, quand vous prenez le MSNBC, ben, le NBC, ils sont liés à des grandes banques. Vous prenez le Wall Street Journal, vous prenez même le Washington Post. C'est vrai que quand vous prenez, par exemple, le Washington Post, il appartenait d'abord longtemps à une famille, mais cette famille a vendu à Jeff Bezos, le propriétaire de Prime, l'homme le plus riche des États-Unis en ce moment, Jeff Bezos. Donc, à un certain moment, même si on parle de la liberté, Christian. Et c'est pareil, je pense au niveau de la France aussi, il y a une emprise, en fait, des milliardaires sur les médias. On parle de Bolloré, et puis il y a d'autres milliardaires qui tiennent finalement ces médias. Voilà, donc ici aux États-Unis, c'est la même chose. Donc maintenant, pourquoi la couverture de ce qui se passe, comme tu as su bien le dire, en RDC et notamment à l'Est, est complètement absent des grands journaux ou des grandes chaînes de télé. Mais c'est tout simplement parce que le Rwanda, il ne faut pas avoir honte de dire les choses. Le Rwanda est le Wagner des pays occidentaux et notamment de l'Union européenne et de certains grands groupes anglo-saxons. Donc, de ce point de vue-là, c'est clair que la presse internationale a fait un choix d'ignorer les souffrances de nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que ça veut dire aussi, Mathieu, que finalement, la liberté de presse dont on fait état ici est une liberté à double standard, c'est-à-dire qui obéit aux intérêts économiques finalement? J'aimerais reprendre l'un de nos amis communs qui disait la démocratie obéit d'abord
à nos intérêts à nous. Ça, c'est les Occidentaux ne le disent pas, mais c'est comme ça que eux voient la chose. Sinon, comment comprendre qu'on ait critiqué il y a un an les Russes pour ce qu'ils auraient fait en Ukraine à Boucha et qu'on ne parle plus du tout de ce que l'armée d'Israël fait dans la bande de Gaza. Comment? Alors qu'on Évidemment, sait puisque que... vous soulevez déjà cette question à Boucha et à Boucha plutôt en Ukraine, évidemment, on a parlé des charniers, c'est ce qu'on nous a présenté. On a vu comment les médias se sont emballés autour, alors tout le monde en parlait. On a même émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, qui d'ailleurs n'a pas pu assister à un sommet des BRICS, je crois, en Afrique du Sud. Et curieusement, aujourd'hui, la même Cour pénale internationale est en train d'émettre un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Et là, curieusement, les mêmes médias qui avaient fait du bruit sur l'affaire Boucha en Ukraine se taisent, sinon tentent un peu de justifier que finalement, ce n'est pas possible de poursuivre Netanyahou sous prétexte que l'Israël n'a jamais ratifié la convention. Mais ce qui est curieux, c'est en fait la Maison-Blanche qui monte au créneau pour dire si la CPI essaie de mettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou, eh bien, la CPI sera sanctionnée par les États-Unis. Et c'est là où on ne comprend plus rien. Et la Maison-Blanche s'oppose même à une enquête indépendante sur les massacres qui se déroulent à Gaza. Christian, il faut savoir que le monde tel que nous l'avions connu est mort. Nous partons, nous sommes en plein dans la redistribution des cartes. Parce que aujourd'hui, je peux te dire une chose. En tant que citoyen et homme libre, je préfère vivre ici que de vivre en Russie. OK? Mais en tant que citoyen, je dirais... Citoyen du monde, alors. Voilà. En tant que citoyen du monde, je suis content de ce que la Russie et la Chine sont en train de faire. Il faut redistribuer les cartes. Parce que ce que tu viens de dire, dans un monde normal, si nous critiquons la Russie et son président Vladimir Poutine pour les fameux massacres non prouvés de Boucha, nous devions être en mesure de critiquer ce que le premier ministre israélien fait à Gaza. Et à Gaza, il y a eu déjà plus de 86 morts journalistes. 86. En 6 mois. C'est une manière, finalement, pour le gouvernement de Netanyahou d'imposer, comme qui dirait, un blackout médiatique, c'est-à-dire empêcher que la vérité soit sue par tout le monde de ce qui se passe à Gaza, puisque même comment on appelle ça, la Cour internationale de justice a bien déclaré qu'il y a une plausibilité de génocide à Gaza, et depuis là, probablement qu'il y a déjà beaucoup d'autres éléments qui se sont accumulés autour. Et tuer les journalistes, après on se pose la question, parce que dernièrement, moi je suivais, je crois que c'est le ministre de la Défense israélien, qui disait que l'armée israélienne était une armée, voilà, morale, la plus morale, voilà ce qu'il disait d'ailleurs, la plus morale du monde. Mais là, on se rend compte que c'est une armée qui se livre au massacre, et là, on parle d'un génocide en cours. Déjà, je dirais, vu les moyens que Israël a mis sur un petit territoire de 2 millions
dit-on, qui n'est pas aussi grand que la ville de Paris, avec tous plus de 800, 600 chars. Je lisais un article de Washington Post. Donc, ça te dit déjà qu'il n'y a pas la morale dans ce que l'armée israélienne fait là-bas. Il n'y a pas de morale. Ça, c'est la propagande. C'est tout. Parce que... Et donc, vu ce que vous êtes en train de dire, les moyens qui ont été mis en jeu pour, entre guillemets, rechercher comment on appelle ça, les combattants du Hamas, en fait, on peut lire là l'intention même du génocide, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été bien planifié et qu'ils ont attendu une occasion, comme ce qui s'est passé le 7 octobre, qui d'ailleurs a déploré parce que ça a été tout de même un acte de guerre, s'il faut le dire comme ça, et ce sont des crimes de guerre qu'on ne peut pas encourager. Et donc ils ont attendu juste un élément pour déclencher et mettre en œuvre un plan qu'ils avaient ficelé bien avant pour exterminer, s'il faut le dire comme ça, les Gazaouis. Et Christian, je vais repartir un peu en arrière pour te montrer un truc que tu sais, mais que beaucoup de gens ignorent. Quand on parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on dit au peuple, ceux qui ne sont pas assez critiques, aux populations, que la guerre a commencé en 2022 avec l'agression russe. Mais toi et moi, nous savons que cette guerre a commencé en 2014. Et c'est avec plus de 14 000 d'ailleurs, 14 000 victimes. Voilà. Et c'est l'État d'Ukraine qui tuait ses propres populations pour la simple raison qu'ils sont russophones. Ça, ce n'est pas qu'on affubule ou qu'on dit des choses qui sont vraies, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, j'en parlais avec certains de mes étudiants. Il y a un qui fait un travail sur les réfugiés ukrainiens qui sont venus ici à peine. Et quand j'ai vu ce que le jeune a écrit, que la guerre a commencé, j'ai dit non, il va lire. J'ai dit, va reprendre. La guerre commence en 2014. Et c'est Kiev qui tue ses propres citoyens qui sont à l'Est pour la simple raison qu'ils sont russophones. Alors, la presse ici, dans les grands journaux ici, je peux te dire, Christian, même les diplômés dans des domaines tels que la comptabilité, la chimie ou quoi, c'est-à-dire si tu enlèves ceux qui sont diplômés ou ceux qui travaillent à l'international, l'Américain en général pense que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé en 2022. Le 24 voilà. Février 2022. Donc ça, déjà, ça te qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est le travail fait par la presse qui a finalement désorienté tout ce monde? Christian, tu as bien introduit le sujet. En fait, quand la presse choisit de ne pas parler des choses qui comptent, les gens oublient ou bien ne font pas attention. Attends, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, ton petit déjeuner, hop, tu sors, tu rentres le soir. Et quand tu rentres, tu mets la télé ou bien tu mets ta radio, maintenant tu zappes, tu regardes. Mais quand tu zappes, on te parle d'un show où je ne sais pas quand un musicien a fait ceci, où on te parle d'une fusée dessus. On ne te parle pas de ce qui se passe
à l'est de la RDC avec plus de 10 millions de gens. Mais c'est normal qu'au bout de 10 ans, 20 ans, les gens pensent que tout va bien. Donc, c'est la même chose. L'Ukraine, aujourd'hui, ça devient un sujet, et tout simplement parce que la Russie s'est dit, bon, ben ici, je ne protège pas mes propres intérêts, ça va pas aller. Et en ce moment-là, la presse en parle. Moi, j'aime bien suivre les informations en France, en Suisse, parce que, bon, parce que j'ai vécu dans ces deux pays-là. Et après, je compare avec le traitement de l'information ici. Mais des fois, je me dis, mais est-ce que ces gens se rendent compte de ce qu'ils disent? Bon, mais c'est normal, ils informent leur public, et donc ne sois pas étonné que les populations ici, je n'ai jamais vu un peuple aussi, je dirais pas mal informé, mais je dirais ignorant que le peuple de mon pays d'adoption, Oui, sincèrement. mais c'est tout le Des gens problème. brillants qui ont des diplômes ailleurs ou qui sont très brillants dans leur domaine, mais dès que vous rentrez dans des questions, par exemple, internationales, tu sens qu'ils disent, ah non, moi je comprends pas. Ah ouais, ou bien, ben, ils suivent le point de vue qui est développé par les médias ici. Donc voilà. Oui, mais évidemment, c'est comme je disais, c'est tout le problème aujourd'hui avec les mainstreams, c'est-à-dire les médias mainstream, les plus grands médias reconnus, réputés dans le monde, qui malheureusement sont en train de violer, c'est le cas de le dire, le principe de la liberté de la presse. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus flagrant parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux où finalement le public, le monde, les internautes essaient de comparer les informations quand ils ont suivi les grandes chaînes ou ils ont lu les grandes presses, les journaux, et quand ils vont sur les réseaux sociaux découvrir la vraie information, à ce moment-là, ils se disent, mais il y a un souci, il y a un grand problème. Et je fais état de cela simplement parce que dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez suivi, comment les étudiants en France, Sciences Po, euh, étaient obligés de prendre le devant de la scène pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, notamment le génocide en cours, parce que c'est ce que moi je me dis, hein, je pense qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que les médias ne disaient pas la vérité, ne condamnaient pas ce qui se passait à Gaza, alors que tout le monde sait qu'il y a un génocide en cours, et que les universités continuent à entretenir des relations, des partenariats avec des structures qui financent évidemment ce génocide en cours. Et par cet événement, on a compris qu'il y a un fossé désormais entre l'opinion publique française et les médias. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de moins en moins, les gens font confiance à ces médias. Et Mais c'est là où je veux comprendre avec vous, est-ce que pensez-vous maintenant de la liberté de la presse? Est-ce qu'elle existe encore? Ou comment faire finalement pour sauver cette liberté de la presse qui est un principe fondamental hein, de la démocratie, qui est un thermomètre de la démocratie? bon, Christian, je pense que la liberté de la presse existera toujours, mais elle est relative en ce sens, comme nous l'avions dit, euh, elle dépend largement du contexte de chaque pays. Sauf que, pour vous rejoindre, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le citoyen est devenu lui-même aussi journaliste. Tout à Donc, fait. le citoyen produit. Regarde, toi et moi, nous sommes sur une chaîne Un média en web ligne, hein, bon, voilà. ligne, mais j'ai vu que quelquefois, il y a plus de 20 000 vues que vous avez. Et à côté, vous regardez ce que, par exemple, Radio France Internationale met sur son site web. Deux fois, il y a à peine que
2000 personnes qui ont regardé. Donc, tout à fait. Le citoyen étant devenu journaliste lui-même, quelque part, relativise le sacro-saint principe de la liberté de la presse. Je pense que la presse étant d'abord une entreprise qui répond donc aux normes économiques et financières et cherche son profit. Donc, de ce point de vue-là, nous ne devons pas nous étonner que la liberté, comme nous la connaissions avant, ne soit plus ce qu'elle était, puisque le monde est devenu de plus en plus mercantiliste. C'est l'argent qui décide, c'est l'argent qui pousse. Voilà. Bon, sauf que aujourd'hui, la presse, les médias de façon générale n'ont plus le monopole. En fait, les grands journaux ou les grandes chaînes de télévision, les grandes chaînes de radio n'ont plus le monopole qu'ils avaient sur... Ils ont le monopole du point de vue des grands groupes. Hein. Ils appartiennent à des grands groupes financiers ou à des familles riches, mais ils n'ont plus la même mise sur les opinions. Non, puisque les opinions, comme tu viens de le dire, même quand ils regardent un peu ou qu'ils lisent les grands journaux, vont sur les réseaux sociaux chercher à travers la presse alternative les mêmes faits. Moi, pendant longtemps, regarde un peu un truc qui fait rire. Pendant longtemps, on nous a dit ici que l'Ukraine faisait une contre-offensive. À la fin, on se rend compte que c'est plutôt les Russes qui marchaient sur eux. Et même ici, il y a eu des débats où on disait que les Russes ils ne gagnent pas leurs engins sans des engins qui fonctionnent oui, avec tout le mensonge qu'on a pendu autour, avec un voilà, Poutine à 1000 concerts, on disait qu'il était malade, qu'il n'allait pas survivre longtemps. On a parlé de l'armée russe qui ne valait absolument rien, du matériel vétuste. Et là, hop, finalement, tout le monde est surpris de constater que finalement, l'armée russe est en train de foncer et c'est tout le monde qui est dans la panique, il faut le dire, parce que là, finalement, bientôt, peut-être, et c'est ce que tout le monde voilà, redoute, donc, que l'OTAN puisse intervenir dans cette guerre. Bon, mais ce n'est pas là notre sujet. Alors, revenons sur la journée mondiale de la liberté de la presse consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de se poser la question sur le pourquoi la presse locale, je parle cette fois-ci de la presse congolaise, n'aborde-t-elle pas, sinon de manière un peu timide, les questions brûlantes et sensibles de la vie de la nation congolaise, notamment la souveraineté du Congo, la sécurité nationale, bien entendu, aujourd'hui menacée par les accords illégaux de cession des terres congolaises au Rwanda. Mais aussi de nombreux détournements, comme on le sait. On parle des détournements par-ci, par-là. On peut citer comme ça pêle-mêle, Pandora Papers, Panama Papers, affaire Orient Oil, détournement de 14 000 milliards. Nous avons l'affaire des biens Malaki, l'hôtel particulier de Denis Christel Sassou Nguesso, le penthouse de Miami, l'appartement de Claudia à la tour Trump Tower. Bref, toutes ces informations pourtant disponibles, déjà données par certains médias, par une certaine presse, mais curieusement au niveau du Congo, les médias n'arrivent pas, je ne sais pas pour quelle raison, comme je l'ai dit, mais ou sinon timidement, font la vulgarisation de ces informations. Est-ce qu'on peut parler de la pratique de l'autocensure par ces médias ou par ces journalistes, ou c'est justement la peur des représailles? Bon, Christian, merci de ramener le débat cette fois-ci sur ce qui se passe sur le bout de terre qu'on appelle Congo.
qui nous a vu naître, que nous aimons et chérissons de tout notre cœur. En fait, ce qui se passe au Congo, pourquoi les médias n'informent pas le public sur les affaires qu'on pourrait qualifier, qui devrait pourtant la chronique des journaux internationaux ou des chaînes internationales de radio et de télévision, comme tu l'as dit, avec les affaires du bien mal acquis, la penthouse de Miami ou bien l'appartement sur la tour Trump Tower à New York et les malles d'argent dans une villa au Portugal de M. Ndongo, je pense. Bref, le scandale en Australie avec le groupe minier qui devait... Donc, toutes ces choses-là, pourquoi la presse congolaise n'en parle pas, là où la presse internationale en parle? Ben, il faut dire qu'il y a un dispositif. Je ne pense pas que nos jeunes confrères soient pas courageux ou soient paresseux. J'avais voulu qu'un ami, un confrère, je dirais, du Congo, se joigne à nous. Bon, il m'avait donné la promesse ferme. Ben, au dernier moment, bon, il m'a dit qu'il ne pouvait plus parce que, étant membre du Conseil supérieur de la liberté de la communication au Congo, cet organe qui régule normalement la communication, donc il ne peut pas intervenir sur les chaînes comme ça. J'ai dit, ok, ben, je serai seul et voilà pourquoi quand vous m'avez invité, je me suis dit, bon, ben, je viendrai. Alors, il faut dire que la presse... Pendant que vous avez continué, Mathieu, pardon, mais attendez, le confrère, j'étais en train de dire, ben, c'est vrai qu'il a décliné à la dernière minute, s'il faut le dire comme ça, avec une raison qui, bon, je ne sais pas, c'est lui qui a dit, mais je me dis, lorsqu'on ne peut pas intervenir sous le label de son institution, par exemple, nous sommes des journalistes, et puis c'est une profession libérale, on peut intervenir en qualité de journaliste. Ou même de citoyens. Ou de simples citoyens, par exemple. On n'a toujours pas besoin de l'aval ou de l'autorisation de son institution. Un journaliste, c'est d'abord un professionnel et c'est quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, le journalisme, c'est une profession libérale. Bon. Et c'est là où je parlais de l'autocensure. Est-ce que ce n'est pas là, évidemment, la pratique de l'autocensure par les journalistes eux-mêmes ou par les médias? Ben, je pense que au Congo, c'est les deux. Et je pense qu'il y a de l'autocensure, mais c'est plus la répression que le Conseil supérieur de la liberté de la communication, comme je l'ai dit, qui est l'organe chargé de garantir l'exercice de la liberté de l'information et de la communication, qui est plutôt un instrument de répression des organes de presse sous prétexte de réguler au regard de la déontologie du métier de journaliste. Et tu sais que le CSLC a plusieurs fois suspendu, sanctionné les organes de presse. Je pense que c'est cette pression-là que ce conseil met sur les journalistes. Certains se sont même retrouvés en prison. Alors, quand tu as vécu ça, ce n'est pas toi et moi qui avions vécu toi encore pire que moi. Moi, je dis sincèrement, du temps où nous avions été journalistes, on pouvait s'exprimer sans craindre
Et C'est-à-dire, c'est la question que j'allais vous poser, Mathieu. Comment est-ce que vous faisiez en votre temps? Vous avez quand même animé, et c'est vous le fondateur du célèbre journal Madoukoutié, que les Congolais d'ailleurs se souviendront encore. Comment faisiez-vous en ce temps-là? Parce qu'il y avait quand même des articles où vous traitiez des informations pas les moindres, les plus sensibles d'ailleurs, ce qui avait fait d'ailleurs le succès de ce journal. Comment faisiez-vous en ce temps-là? mais Christian, tu vois, c'est ce que les gens, et c'est pourquoi moi j'ai de l'admiration pour votre génération et surtout pour celle encore qui est là au Congo. C'est vrai que je suis critique parce que je pense que ils doivent parler, par exemple, là, avec l'histoire des terres. C'est sacré, la terre. Non, non, vous sentez que les gens... Non, en fait, de mon temps, je traitais les informations comme je le voyais et je n'avais pas peur, tout simplement parce que je savais que la police, l'armée ou la gendarmerie, pendant cette période-là, étaient vraiment des institutions républicaines. Or, aujourd'hui, je ne pense pas que les jeunes peuvent se lever là et puis expliquer. Non, je pense vous avoir dit ici une fois, euh, j'avais écrit un article, plutôt l'un de mes journalistes avait écrit un article sur un trafic de gorillons au Congo, au ministère des eaux et forêts à l'époque. Et le ministre, j'ai oublié son nom, il est décédé maintenant. Le ministre s'était fâché et avait porté plainte. Bon, c'était pour la première fois que je me retrouve au parquet, mais maître Julienne Andiel m'avait représenté. Bon, j'apprenais toutes ces choses-là, j'étais jeune, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ces jeunes font face à des barbares, il faut le dire. Oui, Mais mais Mathieu, attends, on nous dit que nous apprenions que la liberté s'arrache, ça se donne pas sur un plateau d'argent. Est-ce qu'il manque pas non plus de courage à ces jeunes journalistes? Je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, parce que moi j'en connais d'ailleurs au Congo qui sont très courageux et qui font un bon travail. Nous apprécions ce qu'ils font, on regarde, on lit. Mais ils sont beaucoup plus nombreux qui sont plutôt dans la posture d'autocensure, de la peur. Et c'est là que je dis, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? On ne va pas continuer à se coucher comme ça et prétendre avoir la liberté un jour. c'est vrai, mais il faut savoir que le journaliste, qui est avant tout un citoyen, a le devoir d'informer. Mais pour qu'il informe, il faut qu'il ait accès aux sources. Et même, et même s'il a une facilité d'accéder aux sources, il faut qu'il ait un outil qui le permet de bien faire son travail. Or, c'est ici que je voulais revenir sur le Conseil supérieur de la liberté de la communication. Ce conseil est un organe de répression, comme je l'ai dit. N'oublie pas, Christian, ce conseil est dirigé par Par un monsieur, membre du par Parti un congolais du membre travail. du comité central du Parti congolais du travail. Ce qui biaise tout. Mais je ne sais pas qu'on l'appelle monsieur Mvou, je pense, Philippe, Philippe Mbo, et oui. un professeur de français ou de philo, je ne sais plus, à Lumumba de mon temps, il est membre du comité central du Parti congolais du travail. Que penses-tu qu'il peut faire? Et les autres membres sont aussi soit membres du Parti congolais du travail, soit membres des autres partis de la majorité présidentielle. Donc, c'est un organe
qui tamise l'information qui doit arriver au peuple. Et je te dis que l'accès aux médias publics au Congo, donc la radio et la télévision nationale, n'est réservé exclusivement que aux partis congolais du travail et à ses alliés de la majorité présidentielle. Vous ne verrez pas les membres des partis de l'opposition ou même certains pourtant de la société civile, mais qui sont critiques à l'égard de l'action gouvernementale passer sur la chaîne de télévision nationale. Jamais. Donc, Oui, mais dans le même sens, Mathieu Bakima Baliele, je rappelle que vous êtes aussi le fondateur du journal Madoukou Tiekele, vous êtes correspondant international. Est-ce que au niveau du Congo, ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'obstruction à la liberté de la presse, pourquoi les médias, les journalistes ne créeraient-ils pas un rapport de force pour inverser les choses? bon, mais c'est une bonne, une très belle observation qui vaut aussi une proposition, je pense, mais on ne peut pas les laisser seuls pour former une, je dirais, une force d'opposition, pas opposition politique, hein. J'entends comme un contre-pouvoir. Parce qu'en fait, en réalité, la presse, c'est un pouvoir. Comme on dit, c'est le quatrième pouvoir. Mais chez nous, ce n'est pas un quatrième pouvoir. La presse officielle ou bien non officielle chez nous, parce que même les journaux ou les radios privées ou télévisions privées au Congo appartiennent aux alliés du pouvoir de Brazzaville. Il n'y a pas une chaîne de télévision ou de radio ou un journal qui est publié régulièrement, qui soit vraiment indépendant, en ce sens que qui ne dépend pas. Quand tu regardes là, je n'ai pas donné les noms, mais on m'a dit que l'un des fils du président du Congo a une chaîne. Hein? Le Oui, grand frère Vox du TV, bien sûr, Vox TV. Mais le grand il y a aussi la confusion autour de la chaîne publique, notamment Télé Congo. On nous parle d'une chaîne publique alors que lorsqu'on observe le fonctionnement, on a bien l'impression que c'est devenu la chaîne du gouvernement congolais. mais C'est c'est une ce que je... usurpation parce que finalement, les journalistes qui travaillent dans cette chaîne publique sont payés par les Congolais, c'est-à-dire par, comme qui dirait, l'argent du contribuable congolais. Mais Tout à fait. curieusement, le gouvernement s'est accaparé de cette chaîne et on a fait finalement sa chaîne. Et une fois, quand je suis allé visiter un ami là-bas, lorsque j'étais encore au Congo, je ne sais pas si la pratique a changé, c'est qu'il me disait, même lorsqu'il programmait le journal, c'est-à-dire les sujets qui étaient retenus au journal, il était obligé d'aller, et c'est l'exercice qu'il faisait tous les jours. Donc, tous les jours le matin, il partait au ministère de l'information. Donc, c'est le ministre qui devrait valider les sujets qu'ils avaient retenus à la rédaction. Oh, Alors, wow. c'était quand même, enfin, moi, je trouvais ça un peu, c'était drôle. Et après, je lui ai posé la question, mais en quoi et de quel droit le ministre doit vous imposer des sujets à retenir pour un journal? Est-il aussi agent de Télé Congo ou il est journaliste dans votre rédaction? Pourquoi c'est lui alors que vous avez un directeur de l'information et un rédacteur en chef? Donc Tu sais, là, on a usurpé toute une chaîne publique et on en a fait une chaîne du gouvernement. Et les gens continuent à appeler ça chaîne publique. mais tu sais, la vérité est que à l'exception du vénérable la semaine africaine, euh, qui est propriété de la conférence épiscopale de l'Église catholique romaine du Congo, la plupart des médias au Congo
comme je l'ai dit, hein, ont pour propriétaires ou initiateurs des gens qui sont proches du pouvoir. Donc, même les quelques journaux qui paraissent ici et là ne peuvent pas faire le poids. Donc, ce que tu viens de dire là rejoint ce qu'on a dit en fait avant. Dans ces conditions-là, c'est difficile que même la presse publique travaille pour le public, puisque elle travaille pour ceux qui ont les manettes, ceux qui sont à la manette du pouvoir politique. Donc, le Parti congolais du travail et ses alliés, c'est eux qui dirigent le Conseil supérieur de la liberté de la communication, même si on trouve quelques têtes qu'on qualifierait d'électrons libres à l'intérieur, mais en réalité, ils ne sont pas libres. Donc, c'est eux qui imposent ce que les journalistes de la télévision et de la radio du Congo doivent dire. Maintenant, moi, plutôt, j'interpelle l'orgueil, la fierté de mes jeunes confrères et consoeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, moi qui ne suis pas médecin, même là, je ne pratique plus le journalisme comme avant, je suis plutôt dans l'enseignement et la recherche. Je n'accepterai pas, moi j'enseigne les sciences sociales ici, je n'accepterai pas que quelqu'un qui ne sait rien à ce que j'enseigne vienne me dire ce que je dois dire. Mais d'abord, tu commences où? Mais est-ce qu'eux, ils réfléchissent, mais comment quelqu'un, parce qu'il est membre du gouvernement, il vient vous dire des choses et vous acceptez? Non. De toute façon, fonctionnaire, vous l'êtes. Même si on vous met pas sur le plateau, vous aurez votre salaire. Mais quand on vous dise des choses que vous allez dire, mais c'est vraiment aberrant et c'est à la fois gênant. Comment ça? Oui, mais Mathieu Bakima Baliélé, je vais revenir sur un événement, une information que tout le monde d'ailleurs a suivi, ou presque, hein, au Congo-Brazzaville. C'est lorsqu'un caméraman, parce que le caméraman, comme on l'appelle, c'est aussi un journaliste, un caméraman congolais de la télé Congo, bien sûr, avait filmé les dormeurs de la République, c'est-à-dire ce monde qui dormait dans la salle alors que Denis Sassou Nguesso faisait son discours. Alors, ce dernier avait été... Mais où est le problème ici? Le discours endormait, les gens savent que le discours n'était pas bon, non? Parce qu'un discours accrocheur, il vous garde en haleine. Évidemment, comme on le dit, parce que le journaliste, c'est celui qui voit parfois ce que les autres ne voient pas, et un bon caméraman, c'est celui qui recherche aussi des images, Bien sûr. comme l'avait fait notre confrère, le caméraman de Télé Congo, qui avait filmé ses dormeurs. Mais curieusement, il avait été sanctionné. Bon, après, on a vu là, les acrobaties que Thierry Mungala a tenté de faire pour se justifier, mais tout le monde savait qu'il avait été sanctionné. Après, je crois que, bon, après, ils ont passé l'éponge. Mais c'est là, en fait, l'illustration même de ce régime. Donc la violation, j'allais dire, l'obstruction à la liberté de la presse. Comment un journaliste peut être sanctionné pour avoir bien fait son travail? Parce que c'est le cas de le dire. Et voilà pourquoi je disais, ce qu'on vit au Congo aujourd'hui avec cette peur. Je vais prendre aussi un autre exemple, et tout à l'heure, vous me direz ce que vous en pensez. C'est lorsque le Premier ministre actuel, Anatole Kouliné-Makosso, vient devant la presse locale, je crois que c'était à Pointe-Noire, avec un décret portant, comment on appelle ça, occupation, autorisation d'occuper une réserve foncière pour justifier les accords illégaux dont on faisait état tout à l'heure sur la cession des terres rwandaises, congolaises plutôt, au Rwanda. Alors, un Premier ministre qui vient avec un tel décret, j'imagine que les journalistes avaient été invités à c'est un monologue, il faut l'appeler comme ça, conférence de presse entre guillemets,
Alors, s'ils ont été invités, cela veut dire qu'ils savaient le sujet qu'ils devaient aborder. Alors, ils sont arrivés en train d'assister Anatole Coliné Makosso, qui était en train de débiter tout ce qu'il avait pour tenter de distraire les Congolais avec un arrêté qui violait d'ailleurs la constitution congolaise, il faut le dire, et tout le monde sait aujourd'hui que ces accords violent flagramment la constitution congolaise du 6 novembre 2015. Que les gens aillent lire les articles 219, 217, 44, 53, bref, 5. Vous verrez que c'est une activité, j'allais dire, des accords, mais vraiment illégaux. Mais avant même de parler de l'illégalité de ces accords, ce que les gens ne disent pas, c'est que en 2021, nous sommes en juillet, l'ambassadeur rwandais est allé demander les actes fonciers chez Pierre Mabiala, qui est le ministre des Affaires foncières, des terres que le Congo leur avait données. Et c'est le terme qu'il utilise. C'est la phrase de cet ambassadeur. Nous sommes venus demander les actes fonciers des terres que le Congo nous a données. Donc de là, on ne parlait même pas encore des accords. Ces deux parties ne s'étaient pas encore retrouvées. C'est bien après qu'on a commencé à vouloir régulariser, mais toujours dans la magouille. Mais on sait que ces terres ont été données bien avant. Et quelqu'un me posait la question, mais est-ce que ce n'est pas là une façon pour Denis Sassou Nguesso de, je sais pas, retribuer le Rwanda pour l'avoir assisté lors de son coup d'État militaire par le Rwanda? Est-ce qu'il n'a pas donné les terres au Rwanda? Évidemment, comme compensation. Vous m'avez assisté, vous m'avez aidé à prendre le pouvoir. Ce que je peux vous donner, ce sont les terres congolaises. Bref. Et donc, les journalistes arrivent pour écouter un Premier ministre qui vient les distraire du début à la fin. Qu'est-ce qui peut expliquer que ces journalistes, c'était beaucoup des médias quand même, ils étaient nombreux, jusqu'à la fin, n'ont pas pu ramener le Premier ministre pour lui dire non, là, ça ne marche pas. Il y a d'abord un problème de la sécurité nationale qui se pose, il y a un problème de souveraineté, et comme j'aime à le rappeler, l'État, c'est quand même le peuple, le gouvernement et le territoire. Et là, on est en train de vendre une partie des ressources qui permettent la subsistance du Congo. Tous les journalistes étaient là. Jusqu'à la fin, monsieur a dit, il a débité tout ce qu'il a débité, il s'est levé, il est parti. Et c'est là que moi, je vous pose la question de savoir, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est la méconnaissance du dossier? L'impréparation? Je ne dis pas tous les journalistes, ou peut-être aussi la peur. Bon, moi déjà, je vais te dire une chose. Je pense qu'il y a d'abord un problème de formation. Est-ce que la formation que ces journalistes ont reçue est de qualité? Deuxièmement, si vous avez la formation, mais au niveau de la formation, Mathieu, je peux te témoigner quand même, il y en a qui sont bien formés, que j'ai reconnus là, des journalistes qui sont quand même bien formés, je les connais, certains. Mais après, je me posais la question, mais comment sont-ils allés à cette conférence de presse pour à la rigueur se faire ridiculiser par un monsieur qui est très mal intentionné d'ailleurs et qui savait qu'il venait pour mentir en fait? Christian, si tu es bien formé, tu te prépares. Toi, avant de venir me rencontrer ici, tu t'es préparé. Penses-tu qu'eux, ils ne se sont pas préparés? S'ils ne se sont pas bien préparés, c'est qu'ils ne sont pas bien formés. Ou alors, s'ils sont bien formés, qu'ils sont venus, c'est qu'ils n'avaient pas accès aux sources d'information. Ça, c'est le deuxième point. Ou alors, la troisième possibilité, ils sont complaisants. Mais si tu es complaisant en ce moment-là, tu fais partie du problème. Tu veux dire un peu tenu par la Camorra, c'est ça? Ben, la Camorra, qui ne la connaît pas dans le monde de la presse au
Ben, Congo. évidemment, parce que lorsqu'on a reçu un peu de la Camorra, l'argent de l'autrui, après on est un peu ben, voilà, affaibli, on ne peut pas poser Voilà, des voilà. questions, des bonnes questions. Mais si on est jaloux de son métier, normalement, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Christian, si j'étais bien suivi, tu as dit un ambassadeur du Rwanda Du Rwanda, oui, est allé était allé voir voir le M. ministre des Affaires Madiala, foncières. le ministre congolais des Affaires foncières, pour Demander les actes fonciers des terres que le Congo a données. et C'est le ça terme qu'il c'était utilise, hein, et ça données. c'était quand? C'était en juillet 2021. Donc avant même la signature des Avant fameux. la signature des accords et autres, parce que les accords, la signature des accords est intervenue, je crois, entre un peu plus octobre, novembre, par là. Donc, est-ce que ça t'étonne? Je t'avais dit au cours d'une émission, d'un passage il y a 1 an ou 2 ans, ici, que quand le Congo avait prêté 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, ça ne s'était pas fait d'abord au Parlement. C'est le président du Congo qui a fait une promesse à Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était fait. Et je t'avais dit que je suis allé à l'école pour ma thèse à Genève avec un frère de la Côte d'Ivoire qui était conseiller de Ouattara à l'époque. Et il me disait, hein, il était très surpris hein, de comment en moins de temps ils avaient obtenu cet argent et moi j'avais honte. Donc, je t'en parle pour que tu ne sois pas étonné qu'on ait donné des terres au Rwanda avant même que le Parlement, même jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas prononcé encore. Donc, je voulais tout simplement te dire par là que le président du Congo ne respecte rien. La loi, c'est les autres qui doivent la respecter, c'est pas lui. Sinon, sans l'article 5 de sa propre constitution du 25 octobre 2015 dit quoi? La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça, c'est l'article 5. Et j'ai fini avec l'article 219. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Déjà, ces deux articles-là prouvent tout simplement que ce que le gouvernement du Congo fait là, c'est illégal. Mais je dis, mais Christian, est-ce que ça devrait nous étonner? Non, parce que la même constitution du Congo dit que les fonctions du président de la République et du chef de l'État sont incompatibles avec les fonctions dans une association partisane. Un parti politique est une association partisane. Or, tu sais très bien que le congrès du Parti congolais du travail avec, je ne sais pas, 200 membres ou 300 membres ou 3000, je ne sais pas combien ils étaient, avait élu le président Sassou à la tête du Parti congolais
du travail. Donc, au moment où je te parle, tout le monde le sait, le président Sassou est aussi, le président, évidemment, du Parti congolais du travail. Est aussi président du comité central du Parti congolais du travail. Alors, quand vous voyez ça, vous pensez que Sassou respecte la loi. Il s'en fiche éperdument. Donc, ne venez pas dire les accords avec le roi. Non, puisque le Congo, c'est son truc à lui. Oui, mais encore, son truc à lui, s'il respectait les Congolais, ça serait une bonne chose. Quelqu'un m'a même dit dans le commentaire, il dit, mais finalement, Sassou Nguesso, en fait, n'aime pas les Congolais. Il travaille contre le Congo et contre les Congolais. Parce que lui, il ne comprenait pas que, avec ce qui se passe déjà à l'est de la RDC, qu'il aille brader les terres congolaises au Rwanda. Et tout à l'heure, d'entrée de jeu, nous avons entendu ce que le député Mariani a dit sur Paul Kagame et sur l'Union européenne. Et là, on peut faire des recoupements pour comprendre que finalement, l'Union européenne veut passer par le Rwanda, par Paul Kagame, pour faire main basse sur les richesses du Congo. Et donc ici, on se rend bien compte que Denis Sassou Nguesso est dans la logique de livrer le Congo aux étrangers. Il dit, et cet internaute me dit, je ne cite pas son nom, puisqu'il est au Congo, il dit non, Denis Sassou Nguesso n'aime pas les Congolais, il n'aime pas le Congo. En fait, il a été placé à la tête du Congo pour livrer le Congo aux étrangers, c'est-à-dire tout ce qui est matière et autres richesses, c'est pour les étrangers et non pour les Congolais. Il travaille contre les Congolais. Alors, Mathieu Bakima Balieli, quand vous avez un régime comme celui-là, un chef d'État comme Denis Sassou Nguesso, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne respecte jamais la loi, jamais. Mais c'est pas moi qui le dis. Il a déjà... Attends. Oui, mais c'est un rappel, bien entendu. Je vais terminer. Il est président du comité central du Parti congolais du travail, alors que la constitution qu'il a voulu lui interdit d'être président d'une organisation partisane. Il est bien président du Parti congolais. Mais même je comprends ça. Mathieu, je comprends tout ça, mais je vais terminer ma question. Lorsqu'on est face à un monsieur comme Denis Sassou Nguesso, il faut dire le tyran Denis Sassou Nguesso, c'est ce qui lui convient. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les rapports internationaux qui nous parlent de la dictature au Congo. Donc c'est un dictateur. Donc le dictateur Denis Sassou Nguesso, ne viole les constitutions. Il est à sa 8e ou 9e constitution qu'il a changée. Vous imaginez? Même la constitution qu'il venait d'imposer par le sang, taillé sur mesure, là, il ne respecte plus cette constitution. Il est en train de livrer le Congo aux étrangers, c'est-à-dire une partie du territoire congolais aux étrangers. On sait comment ça va se terminer. Bref, on est devant un régime qui viole de manière, j'allais dire, quotidienne, la loi fondamentale. Que devraient faire les journalistes, les médias? Mais c'est-à-dire que moi, je pense, Christian, on ne peut pas vivre éternellement dans la peur. Autant, on pourrait dire, bon, tant qu'ils volent, tant qu'ils laissent le vol se développer au Congo, on s'en foutait. Mais là, ils commencent à vous vendre vos terres. C'est grave. Très grave, oui. Alors, est-ce que les journalistes vont se taire? Je dis les journalistes, je dirais les juristes, tous ceux qui sont qui relèvent des métiers qui relèvent du domaine libéral doivent être des lumières pour les populations. Parce que oui, mais la première lumière, c'est la presse. C'est ça le problème. Mais c'est ça. Donc, c'est pourquoi ce que vous dites est juste. Il faut que nos jeunes confrères et consoeurs se réveillent. Parce que je ne sais pas si les gens mesurent le fait de ne pas vivre sur sa propre terre. C'est vrai que nous et vous, on est ici, toi et moi, en Amérique du Nord. On a notre pain, on n'est pas dans le besoin matériel.
Mais la terre nous Mais, manque toujours. oui, moi, ça me manque. Moi, j'ai envie de me promener à Mouleke, là-bas, chez moi, à Wenze. Hein, je suis dans mes tongs, parce que tu passes, tu salues les mamans, vous rigolez, tata boni bino kuna malamu malamu. Tu peux, mais ici, là, tu rentres, tu es à la maison, tu peux même pas t'asseoir devant chez toi. La vie se passe à l'intérieur de la maison. Moi, je ne suis pas né en Occident, donc la vie d'ici, après 30 ans, j'en ai un peu marre. J'ai envie d'être dans les rues de chez moi, dans mon patelin là-bas, à Windsor. Mais bon, ici, c'est pourquoi ils ont le devoir de se révéler. Parce que il ne va pas les tuer tous. On ne dit pas qu'il faut prendre ceci, marcher. Non, il faut contester. Parce que là, c'est criard. La Constitution demande que le peuple se prononce par référendum. Il ne le fait pas. Au besoin que le Parlement se réunisse pour... Non, là aussi, il ne le fait pas. Il est président du comité central et il en entend prendre. Non, on ne fait pas ça. Et entre-temps, il pense que Mokoko a enfreint à la loi, il le met en prison. Okombi et les autres, les partisans de Nsuru, il les met en prison. Mokoko comme Okombi Salissa, aujourd'hui sont en prison parce qu'ils ont été accusés de tentative de déstabilisation. Alors qu'on ne peut pas le... Et lui et ses enfants et ses amis qui violent la Constitution. Normalement, si ce pays était sérieux, c'est la trahison, c'est un procès pour la trahison qui devait attendre ce monsieur, sincèrement. Oui, évidemment, Mathieu Bakibaba, nous allons terminer. Vous l'avez dit tout à l'heure, et nous avons rappelé que le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député Okombi Salissa sont en prison pour soi-disant atteinte à la sûreté de l'État, mais là tout le monde le sait, les Congolais le savent, c'est tout simplement parce qu'ils ont été candidats à l'élection présidentielle de 2016 et le dictateur Denis Sassou Nguesso n'avait pas apprécié ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est Denis Sassou Nguesso, vous l'avez peut-être aussi rappelé, et beaucoup l'ont rappelé sur ce plateau même, est coupable aujourd'hui, j'allais dire, c'est un acte de haute trahison. C'est une forfaiture que de vouloir céder les terres congolaises aux étrangers. C'est une atteinte flagrante, j'allais dire, à la sûreté de l'État. Parce que finalement, le Congo aujourd'hui est menacé d'extinction. Quand ces Rwandais vont s'installer, 10 ans après, 20 ans après, je ne pense pas que les Congolais puissent cohabiter avec ce monde, surtout qu'on nous parle déjà en programme l'installation des bases militaires rwandaises au Congo, au Brazzaville. Alors, puisque les terres qui ont été cédées, c'est quand même 980 km², c'est beaucoup, on parle du Poul, Bwenza, Niari, j'imagine qu'on va, si ces gens-là s'installent dans ces zones, c'est sûr et certain que toute l'histoire du Congo sera effacée. On est là en phase, quand je dis on, tous nous sommes des Congolais, le Congo est là sur la pente de son extinction. C'est sans ombrage, hein, sans zone d'ombre, tout le monde comprend quel est le projet que Denis Sassou Nguesso est en train de mettre en marche. C'est pour effacer le Congo et les Congolais. Que dites-vous en dernier lieu pour conclure cette émission? Bon, Christian, ce que tu dis est tellement profond que je ne sais pas si ce que je vais dire aura de l'importance. Mais tu fais bien de dire que apparemment, ce qui se passe au pays est grave, mais que les Congolais ne semblent pas prendre le pouls de la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment. Il faut se dire que
les Rwandais, c'est pas le peuple rwandais comme tel, hein, c'est un peuple frère. Mais les dirigeants rwandais qui sont là depuis une trentaine d'années ont un autre agenda que peut-être M. Sassou, et c'est là ma plus grande gêne et déception, c'est que M. Sassou a été président de l'Organisation de l'Unité africaine en 1986 et il a été de nouveau quand l'organisation est devenue l'Union africaine en 2006, je pense. Il a été donc, il connaît ces questions-là. Donc, je ne pense pas que, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que Sassou n'est pas intelligent, Sassou ne comprend pas. Non, il les comprend. Donc, s'il a pu signer ces accords, c'est qu'il a un but qu'il vise, sincèrement. Parce qu'il a été quand même président par 2 fois de l'Union africaine, comme je l'ai dit précédemment. Donc, les Congolais doivent prendre conscience que ce n'est pas un hasard si le président du Rwanda, Paul Kagame, signe des accords pour prendre les rebuts des réfugiés en Angleterre, les amener chez lui, alors qu'il y a déjà un problème de surpopulation au Rwanda même. Ils n'ont pas assez d'espace. Ne pensez-vous pas que les nouvelles terres acquises du Rwanda peuvent aussi abriter demain des Afghans, des je ne sais pas qui, parmi ces populations, parmi ces requérants d'asile en Angleterre que le Rwanda de Paul Kagame est allé prendre. Oui, mais pendant que vous dites ça, Mathieu, vous me rappelez quelque chose. Et dans le même temps, il y a eu la signature d'un accord avec Londres pour évidemment recevoir les migrants qui passent par Londres, bon, on dit les illégaux bien entendu, qui arriveront au Rwanda. Et le Rwanda, dans cet accord, il est bien dit que le Rwanda s'interdira de refouler ces migrants, quelle que soit l'issue du traitement du dossier. Donc ça veut dire que tous ceux qui vont arriver au Rwanda, et vous l'avez dit tout à l'heure, le Rwanda, c'est un petit espace, mais il va les déverser sur les terres qui lui appartiennent désormais, puisque les Rwandais l'ont dit eux-mêmes, ces terres-là nous appartiennent désormais. Christian, tu n'as pas besoin de faire un Ivy League, comme on dit ici, c'est-à-dire que les grandes universités ici, que ce soit Yale, Harvard, Columbia, tu n'as pas besoin de passer par ces écoles-là pour comprendre l'enjeu de ce qui se passe avec les terres qu'on cède ou qu'on vend, je ne sais pas quel est le mot qu'il veut prendre. C'est-à-dire que ça, c'est une chose que les Congolais, et nous, notre devoir, nous qui avons accès à certaines informations que nos compatriotes du pays n'ont pas, notre devoir, c'est de leur dire que il faut qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils se lèvent. Que ces accords-là, même s'ils les ont signés, ils les ont signés de manière illégale et que ces accords-là ne prennent pas vie. Parce que on n'a qu'un pays. C'est vrai qu'on peut avoir la double nationalité, mais on peut même avoir dans nos cas, nous qui avons des enfants ici, qui sont congolais, français, américains, tu peux en avoir 3. Mais ton cœur souvent est attaché à un seul point. Et dans notre cas, nous, notre génération et ceux qui viennent après nous, le Congo, c'est la seule terre que nous savons. On ne va pas le partager avec des gens qui nous sont dit... Je vais finir peut-être sur un... Je ne sais pas, un exemple, mais dans les années 90, donc je suis jeune reporter,
et je me retrouve à l'est de la RDC. Et en fait, j'étais parti au Burundi et au Rwanda. Et c'est comme ça qu'en bus, donc vous pouvez aller à Goma. C'était des beaux paysages. Hein. Mhm. Mais j'étais étonné de voir, pendant qu'à Brazzaville ou à Pointe-Noire, à Dolisie, à Djambala, à Kinkala, Oyo, etc., quand les Congolais se chamaillent ou se disputent, de mon temps, en tout cas avant l'arrivée des bébés noirs, quand les gens se disputaient, si ça finit en bagarre, c'était par les coups de poing. Mais j'étais étonné. On est dans les années 90, des palabres dans cette partie du continent qui se terminent à la machette. Donc, na batu ya ndenge wana bokoko bongisa mboka te na bango. Ben lenda tunga ve boala na bande ke noana na bambede. Il ne faut pas qu'on me qualifie de xénophobe, hein, non, les Congolais ne sont pas xénophobes. Mais franchement, moi, ça m'étonnait parce que je voyais ça, je voyageais beaucoup. J'ai vu à Abidjan, à Dakar, les gens au marché, ils se battent au coup de poing. La vérité, c'est que, en fait, au Outi au Lobago, Toza pe bizale limo côté. Mais Toza bizale limo côté, ça, il faut le dire. On n'est pas les mêmes gens, donc, photo ça, mais il faut batoba. Okozwa bambwana banya oti bangona non, et aussi mbarate. Toza ndenge mon côté, Toza peuple mon côté, mais il faut pas comprendre encore que c'est pas normal. Ngana suki siwana batoba kongola miso mboka na biso toza na makambo na biso to bongisa makambo na biso agriculture oyo boye tozela ka ba Rwanda ba koyebisa biso ndenge nini ba salaka ba kwanga ba lonaka pondu non tozela bangote. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu Bakima Baliele. Je retiens que finalement, côté Ali Batana Soso, côté mon côté, Bazelo Bundaka, tous les jours. Mais bien merci sûr. beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste enseignant aux États-Unis, diplômé de l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, correspondant international, fondateur du journal Madou Koutiek. En tout cas, merci. Toi, tu as un ponte. Tu ne prononces pas ça comme nous les Brazzavillois. Madou Koutiek. Mais Tika, na sape moi na poto te. Ah, quand même. La famille la poto bungali ba côté tout. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et surtout d'avoir été disponible malgré évidemment vos occupations. Nous reviendrons prochainement pour toujours la suite évidemment. Et nous avons inscrit finalement la question des terres congolaises cédées au Rwanda. Dans notre programme d'information, nous y reviendrons tout le temps jusqu'au jour où finalement, voilà, les Congolais seront vainqueurs dans cette bataille. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore accompagnés, de nous avoir suivis. Rappelez-vous simplement les petits gestes qui sont très nécessaires pour nous. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé l'émission pour nous aider évidemment à informer un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets qui ont été débattus au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais bien avant, portez-vous très bien. Aussi, je vous souhaite bonne fête de la liberté de la presse. Merci.